Alors bonjour Romain, merci d'avoir répondu à notre invitation. À 19 ans, tu travailles dans un centre commercial à Apt, avant de connaître le monde pro pour la première fois à 24 ans. Est-ce que tu as déjà pensé à arrêter le foot? Non, jamais. Moi, j'ai eu un parcours un peu atypique où j'ai pas fait de centre de formation, mais j'ai toujours été passionné de foot. Donc, même dans le monde amateur, j'ai continué à jouer à un bon petit niveau amateur, à m'entraîner sérieusement, à aimer ça. Je pensais pas du tout être professionnel, je travaillais à côté. Et puis après, que j'ai fait une très très bonne saison en CFA, enfin 6 premiers mois de CFA très très intéressant. Les clubs se sont un peu affolés et m'ont fait passer des tests et puis ça allait très très vite. Mais non, j'aurais jamais arrêté le foot. Tu sors d'une saison pleine avec Nîmes, 32 matchs, 6 buts, toutes compétitions confondues. Comment aujourd'hui tu vis ta situation, ton temps de jeu à Brest? Oui, comme tu l'as dit, l'année dernière, j'ai fait une saison en étant titulaire régulièrement. Une belle saison en plus. Dans tous les clubs où j'étais, j'ai tout le temps fait plus de 30 matchs par saison, donc titulaire à part entière. C'est vrai que là, c'est un peu plus compliqué. On m'a pas fait trop de cadeaux depuis que je suis arrivé, même quand j'ai plutôt bien tourné sur quelques matchs. Et surtout, j'ai jamais enchaîné plus de 2 matchs d'affilée. Et même quand j'avais enchaîné 2 matchs d'affilée, j'avais fait des bonnes performances. Je sais pas pour j'avais enchaîné derrière. Donc c'est compliqué. Je suis plus un joueur de rotation là, actuellement. Donc je m'accroche, il faut travailler, mais quand tu n'es pas habitué, c'est pas facile. Tu as fêté tes 33 ans le mois dernier, ce qui fait de toi l'un des joueurs les plus expérimentés dans ce jeune vestiaire brestois. Est-ce que tu penses avoir un rôle de cadre dans ce club? Par le fait que de mon âge, j'ai ma carrière, c'est sûr que j'ai un rôle de cadre. Après, c'est un vestiaire qui vit bien, donc il n'y a pas, y a pas tellement à dire. Après, quand il suffit de prendre la parole, on la prend. Voilà, moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime parler des fois individuellement, aller voir les personnes concernées directement et expliquer mon point de vue ou donner mes conseils. Après, s'il faut prendre la parole devant tout le monde, il n'y a pas de souci. Et j'ai la maturité et l'expérience pour le faire, surtout vu que je suis l'un des plus anciens du vestiaire. Mais pour l'instant, voilà, y a rien à signaler. Donc, pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup le faire. On décrit souvent le Stade brestois comme une équipe plaisante. C'est vrai que vous êtes une équipe qui promet du beau jeu. Comment est-ce que tu décrirais le style d'Aloglio? C'est vrai que Brest, on est réputé pour une équipe joueuse. Voilà, c'est plutôt plaisant à voir. Le style d'Aloglio, ben, c'est un jeu porté vers l'avant avec des ressorties de balles assez courtes pour pouvoir essayer de déstabiliser l'équipe adverse. Fait sur la conservation essentiellement. Et voilà, donc voilà. Après, le petit hic à tout ça, c'est qu'on prend beaucoup de buts parce que forcément, il amène beaucoup de joueurs hauts sur le terrain, que ce soit les latéraux, les offensifs. Donc du coup, ben, à chaque perte de balle, on est un peu en danger parce qu'on a du mal à trouver un peu cet équilibre. Mais voilà, mais c'est sûr que comment dire, c'est un jeu très prolifique et très plaisant à voir. Tu l'as dit, tu as eu un parcours assez atypique. Tu n'as pas fait de centre de formation. Tu as eu un parcours assez sinueux. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi dans ta carrière? J'ai pas eu réellement de moments durs. Le seul petit moment un peu ingrat, ça a été quand à 13-15 ans, je jouais à un très bon niveau en jeune, où tous les collègues, où je faisais les sélections régionales régulièrement de la région. Et j'étais aussi voilà, dans les meilleurs jeunes de la région et en plus dans les équipes du meilleur niveau, où on voit nos copains partir en centre de formation, où nous, voilà, on joue et tout, mais que comment te dire, on te fait pas confiance par rapport à ton physique. C'est-à-dire que moi, des fois sur des sélections régionales, on me prenait pas au dernier moment par rapport à ma taille, par rapport à mon manque de physique. Et j'ai pas fait d'essai dans un centre de formation à cet âge-là parce que, non pas parce que j'avais pas de qualité, parce que les qualités, je les avais, je jouais au même niveau que les autres. Et même j'étais titulaire. C'est juste que voilà, à cette époque-là, dans l'instant T présent, à 13 ans, j'avais pas cette maturité physique qu'avaient certains. C'est-à-dire qu'il y en a qui pouvaient déjà
le 100 mètres en 10 secondes. Moi, voilà, moi, c'était pas le cas. Et en plus, je faisais 3 tailles de moins que les autres. Mais bon, après, voilà, ça m'a permis de rien lâcher. On m'a pas fait de cadeau. Je suis tombé sur des bons entraîneurs qui m'ont laissé jouer, m'ont fait confiance parce que ils savaient mon intelligence de jeu, ma technique et m'ont laissé grandir et m'ont fait confiance. Et il y en a d'autres qui auraient pu me casser le moral. Mais la chance que j'avais, c'est que j'étais bien entouré par mes parents et surtout, j'étais un gros passionné de foot. Voilà, c'était le seul petit moment. Après, le fait de ne pas faire de centre de formation, c'était pas, même si chaque enfant a un rêve de devenir pro, moi je l'ai eu à un moment donné, mais j'ai pas été choqué, déçu ou non, non, j'étais tellement passionné que moi, c'était m'amuser, je veux faire du foot et voilà. Donc, mais c'est surtout sur la taille ou sur le physique que voilà. Mais après, j'ai lutté pendant 2 3 ans et après, quand je suis arrivé à maturité physique entre 16 et 18 ans, que je voyais les mecs revenir de centre de formation ou des mecs qui étaient costauds, qui étaient voilà. Et quand je les enfonçais à 7 18 ans, je m'en régalais. Parce que j'allais 2 fois plus vite qu'eux. Et moi, quand j'avais bataillé, j'avais une avance et un mental 10 fois plus fort qu'eux. Et c'est ça qui m'a servi même en pro. Hein. C'est que j'étais pas blasé. On m'a jamais fait de cadeau et je suis toujours allé chercher les choses. Donc, ça m'a servi. Tout ça, ça m'a servi. Tu, tu en as souffert de ce jugement qu'on portait sur ton gabarit quand tu étais jeune? Non, pas souffert parce que je savais que j'étais petit, j'étais numéro 10. Voilà, et je régalais les collègues hein, parce que j'étais pas nul hein, non plus. C'était ça, c'est juste que voilà, quand t'avais un mec qui faisait 1,70 et que moi j'en faisais qu'un 50 ou voilà ou 1,60 que j'étais frêle voilà et que le mec il allait 2 fois ou 3 fois plus vite que moi, forcément voilà, c'est pas facile. Hein. Enfin, il y a eu 2 3 années où c'était compliqué, t'avais des mecs c'était quasiment des adultes. Mais voilà, après, c'est jamais lâché. Ça a été plus la confiance des entraîneurs que j'ai toujours l'appareil, joué titulaire, fait mes saisons correctement. Et puis à un moment donné, quand tu écartes tout ça parce qu'on te dit que tu n'es pas prêt physiquement, il y a des choses, on peut le dire autrement, tu vois. Et je pense qu'à cette époque-là, c'était quand même maladroit. Et je pense à une ou deux personnes qui me l'ont dit et que maintenant, ils m'envoient des messages et qui me lèche un peu, tu vois, ça me fait rire. C'est des choses qui sont rigolotes, tu vois. Des revanches un peu sur la vie, mais dans la pédagogie, je pensais qu'il valait mieux me dire voilà, pour l'instant, tu n'es pas mature physiquement, je ne veux pas t'envoyer au casse-pipe, je préfère te réserver ou te garder un peu au chaud. Je pense que c'était plus adéquat que de dire ouais, non, t'es pas prêt. En l'espace de 3 ans, entre 2010 et 2013, tu passes du niveau DH à la Ligue 1. Est-ce que c'est pas allé trop vite? Oui, ça peut paraître rapide. Après un DH, franchement, il y a un niveau excellent, surtout dans la Ligue Méditerranée. Franchement, il y avait des matchs, c'était très très dur. Moi, en plus, j'étais dans une équipe de potes, donc voilà, j'ai passé mes gars, mais avec un super coach qui était Charlie de Corzan dans le monde amateur, qui était exceptionnel, qui m'a beaucoup appris et qui a rien à envier à beaucoup d'entraîneurs, même en pro. Et à partir de ce moment-là, il y a eu la CFA déjà, qui a été un premier tremplin pour moi. Et quand j'ai vu qu'en CFA, je m'en sortais aussi bien, voire mieux que dans ces petites catégories, ben voilà, après je suis allé m'entraîner, j'ai fait 3 jours d'essai à Dijon. J'ai vu qu'il y avait l'appréhension, savoir si physiquement j'allais être prêt, techniquement j'allais être largué. J'ai vu que je tenais bien et au bout de ces 3 jours-là, ils m'ont même fait signer un contrat pro, donc ça démontre que j'étais prêt. Et après, pour avoir vu l'évolution de ma carrière, ayant joué rapidement en pro et en ayant fait énormément confiance d'entrée et en ayant été performant, j'ai montré que c'était pas trop rapide. Voilà, et avec le sérieux, l'envie, l'écoute, avec du temps, parce qu'il m'a fallu quand même 3 ou 4 mois pour digérer le rythme. Après, les choses, elles vont de soi. Crise sanitaire oblige, les supporters ne peuvent pas venir dans les stades. Comment est-ce que toi, en étant un acteur du foot, tu nous décrirais ça? Est-ce que ça vous manque? Est-ce que ça pèse vraiment? C'est horrible, ouais, ça pèse vraiment parce que on vit pour avoir des émotions, on joue pour avoir des émotions, partager des choses avec les supporters, que ce soit les nôtres ou ceux adverses. Moi, quand je rentre sur le Vélodrome, que tu as 60 000 spectateurs qui nous sifflent, pour nous, c'est une force. Ça te motive, voilà, donc là, c'est vrai que c'est compliqué et je pense après, ça va nous rendre compte
de l'importance des supporters, de l'importance de tout ça. Et ça nous a fait un bon petit rappel aussi. Parce qu'après, tu rentres dans une certaine routine et là, on a vu que sans eux, c'était compliqué. Et voilà, le foot sans supporters, c'est vraiment pas rigolo. Même moi qui suis passionné, regarder un match de foot sans spectateur à la télé, c'est quand même moins, voilà, c'est moins intéressant, moins beau à voir. Et voilà, donc j'espère que la crise se calmera et que dès l'année prochaine, on pourra redevenir un peu comme avant. La saison passée, Dallas s'est intéressé à toi. Tu as reçu des offres que tu as refusées. Une carrière à l'étranger, est-ce que c'est envisageable pour la suite de ta carrière? À Dallas, moi, c'était un rêve d'aller en MLS. J'adore la culture américaine. Donc, je suis un fou de basket, je suis un fou de football américain. Donc, voilà, même l'Amérique, je suis parti en vacances là-bas, la ville et tout. Voilà, moi, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire. Ça s'est pas fait. Maintenant, c'était pas le moment. J'étais très proche, mais c'était pas maintenant qu'il fallait que je le fasse. Donc voilà, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai fait que des clubs français dans ma carrière. Pourquoi pas, s'il y a l'occasion, pourquoi pas finir 1 ou 2 ans dans ma carrière à l'étranger, en Amérique ou autre, pour découvrir autre chose, quoi. En 2015, tu déclarais vouloir entraîner après ta carrière, vouloir continuer dans le milieu du foot. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, oui, c'est toujours le cas. Comme je t'ai dit, je suis un gros passionné et j'aime vraiment le terrain. J'ai suivi mon père longtemps sur les terrains quand il entraînait jeune. Donc, ça me plaisait. Euh, Même des fois, il me permettait de un peu la parole et un peu aussi voilà, on échangeait beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé. Même quand je regarde les matchs, j'aime beaucoup analyser. J'aime beaucoup ça, les jeux de gestion aussi. Tout ce qui est FM, tout ça, voilà, j'adore. Donc voilà, non, j'aime ça. J'ai passé pas mal de diplômes. Là, en étant pro, c'est un peu plus compliqué. Mais je compte bien passer mes diplômes et le but, ça sera d'entraîner une équipe, soit amateur ou au centre de formation ou pro. Ça sera dans le projet à court et long terme, ça. Et après, même intégrer un staff, ça me dirait bien. Donc voilà, pour l'instant, en termes de reconversion, c'est ça que je veux faire. Après, voilà, faut travailler et avoir les opportunités pour y arriver. Même 7 mois après, beaucoup de supporters nîmois ne comprennent pas encore ton départ du Nîmes Olympique. Est-ce que tu les comprends? Non, après, les choses elles sont claires. Moi, j'ai signé 3 ans quand je suis arrivé à Nîmes. Sur ce contrat-là qu'on m'avait fait signer, il y avait des choses qu'on avait dit qu'on allait revenir dessus. Je fais une très très belle saison. Je refuse Dallas en janvier. Il y a le confinement qui arrive, on se maintient. Avant le confinement, on me dit que si Dallas revient, on me laissera partir libre. De là, Dallas revient, me fait une super offre. Et on m'a dit qu'on n'avait pas de parole et que ça c'était annulé. Moi, j'avais rien demandé. C'est eux qui sont revenus vers moi après le confinement, avant le confinement, pour me dire tu peux partir. Donc à partir de ce moment-là, moi, j'ai trouvé que c'était pas très sympathique. Après, moi, j'étais bien à Nîmes, donc voilà, j'avais la famille autour. Je jouais, on avait fait une super saison, le public est exceptionnel, donc moi, il n'y avait pas le truc de partir. Mais sauf qu'après, ils m'ont fait des promesses d'une prolongation d'1 an surtout. Donc pour moi, c'était le but, c'était de pourquoi pas finir là-bas. Et voilà, et après, on m'a encore menti, ça a été que des mensonges. Et puis après, à un moment donné, malgré mon bon match contre Brest où j'avais marqué, j'ai fait passe D, j'avais fait un gros match, on a gagné 4-0. Quand ils ont mis fin à tout ça, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci, il y avait un point de non-retour. Donc du coup, le but c'était après de partir et voilà, je suis parti. Après les supporters, il y a eu pas mal de choses dites par les dirigeants pour se couvrir. Moi, j'étais très bien apprécié par eux et voilà. Ils ont pas compris au début, mais c'était ce qu'ils voulaient leur faire entendre et pour se protéger. Et voilà, donc du coup, on m'a tout mis sur la tête. Mais après, petit à petit, les choses sont sorties, les choses ont été dites. Et voilà, les choses sont rentrées dans l'ordre. Après, faire l'unanimité, c'était compliqué, mais en tout cas, je garde des bons souvenirs de là-bas. Et voilà, ça a été une super année. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin de saison? Ben, sur cette fin de saison, que je puisse avoir le maximum de temps de jeu,
Et voilà, et après, surtout une bonne santé, que je puisse être à 100% physiquement. Et après, le reste, je vais le chercher comme je suis toujours allé le chercher. Voilà, prendre du plaisir. J'arrive dans des dernières années où voilà, c'est pas miraculeux, mais j'aurais jamais cru, voilà, même quand j'ai signé pro, j'aurais jamais cru faire la carrière que j'ai faite. Donc maintenant, c'est vraiment prendre du plaisir et aller le plus loin possible parce que je sens que mon corps est encore neuf. Donc j'ai vraiment envie de continuer un maximum, prendre du plaisir, donner, partager des moments aussi avec mes coéquipiers. Et voilà, c'est les mettre pour moi. En tout cas, Julien Alaphilippe sera très attentif à ta montée du Ventoux avec Irving Cardona. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je commence à m'entraîner là. Je commence à sortir une ou deux fois par semaine à faire du vélo avec Erwin. Donc on prépare le Ventoux. On a dit qu'on allait monter le Ventoux. Donc c'est prévu, c'est prévu. Vous aurez des photos. Il n'y a pas de souci. Merci Romain, merci beaucoup. Pas de souci. Avec plaisir. Merci à toi.